Au moins 20 personnes ont été blessées lors de la frappe de drone à Eilat. Tsahal enquête désormais sur les raisons de l'échec des défenses aériennes. Parmi les blessés, certains sont dans un état critique. Cela survient quelques jours seulement après la frappe contre l'hôtel menée par le Yémen à Eilat. Beaucoup pensaient que cette attaque contre l'hôtel était un événement isolé, mais les médias iraniens rapportent désormais qu'elle visait en réalité un haut responsable israélien. Comment cela s'inscrit-il dans le contexte général, alors que la flottille Samud est prise pour cible par Israël, en violation directe de toutes les exigences d'Ansar Allah et du Yémen, à savoir la poursuite de l'aide, la levée du siège sur Gaza, ainsi que la fin du génocide. La chose importante à garder à l'esprit, c'est que les forces armées yéménites, le gouvernement yéménite et Ansar Allah ont dès le début initié ce blocus et ces frappes contre le régime israélien afin de mettre fin au génocide à Gaza. Donc c'est vraiment au régime israélien de mettre un terme à tout cela. Au lieu de massacrer des femmes et des enfants jour et nuit, quand les Palestiniens de Gaza dorment, ils sont soudainement bombardés et massacrés. Leurs voisins sont massacrés. Leurs enfants sont terrorisés, traumatisés à vie. Ansar Allah essaie d'arrêter cela. Ansar Allah dit, si vous mettez fin à ce massacre d'enfants, nous arrêterons. Non seulement nous cesserons de frapper Israël, mais nous arrêterons également de bloquer la mer Rouge. C'est au régime israélien de décider. Et non seulement le régime israélien refuse de mettre fin au siège de la famine et limite autant que possible la quantité d'aide qui entre à Gaza. Non seulement il bombarde jour et nuit, mais maintenant la flottille est attaquée. Imaginez qu'il y ait un groupe de navires ou de bateaux dans la région du Golfe Persique et que les Iraniens lancent une bombe fumigène sur l'un d'eux. Ce serait la principale information dans le monde entier. Mais ces gens savent qu'ils sont menacés. Les Israéliens bombardent bateau après bateau. Et nous nous souvenons que lors de la première flottille, 10 personnes ont été assassinées par le régime israélien. Il y a seulement quelques semaines, lorsqu'un autre navire s'est approché des eaux palestiniennes, les personnes à bord ont été arrêtées et un Afro-Américain a été gravement torturé et battu, évidemment à cause de la couleur de sa peau. Il a été traité différemment des autres héros présents sur le navire. Ainsi, le Yémen joue un rôle héroïque et l'histoire se souviendra du rôle qu'a joué le Yémen. Les peuples du monde entier devraient regarder vers le Yémen comme la boussole morale. C'est la boussole morale pour nous tous. Revenons à cet article des médias israéliens. Ils expliquent que l'armée israélienne a déclaré que le système Dôme de fer était le système de défense aérienne qui a tenté d'intercepter ce drone, lequel a finalement réussi à s'en éloigner. Mais il y a un point que l'on oublie souvent, et qu'Israël oublie aussi, c'est qu'Eilat est un port crucial pour le pays, et qu'il est pratiquement fermé à cause d'opérations comme celle-ci. Celle qui a touché l'hôtel à Eilat, Ultimate Eilat. Et bien sûr, la frappe sur l'aéroport Ramon, qui a également causé des dégâts. Ces frappes ont un impact, et je suis curieux d'avoir votre analyse sur la nature de cet impact. Absolument. Je veux dire, l'expression « l'armée israélienne enquête sur ceci ou cela » a été répétée tellement souvent depuis le 7 octobre 2023. Je suis sûr que si vous cherchez le terme « enquête » et que vous l'associez à n'importe quelle entité israélienne, que ce soit l'armée israélienne, l'armée de l'air israélienne, le gouvernement israélien ou les services de renseignement israéliens, vous allez constater qu'il y a ce genre d'échec systémique à tous les niveaux de la société israélienne. Et même l'économie israélienne vacille également. Cela, à mon avis, soulève une question très importante. Si vous pensez que tuer et massacrer des enfants, des femmes, des hommes innocents et des civils dans toute la bande de Gaza, à mes yeux, tous les Gazaouis sont des innocents.
Si vous faites cela afin de restaurer votre dissuasion, la soi-disant dissuasion, votre crédibilité, votre positionnement en Palestine, dans la Palestine occupée, mais aussi au Moyen-Orient. Je veux dire, après tout, Israël se présentait comme le dur, comme le protecteur contre l'Iran. C'est toute l'idée. C'est pour cela que les normalisations avaient lieu. C'est pour cela que la nouvelle alliance se construisait, pas seulement sous Trump et Biden, mais même avant eux. Depuis le soi-disant pivot vers l'Asie du président Obama, il y avait cette crainte qu'un vide soit laissé au Moyen-Orient et que quelqu'un doive le combler. Et c'est là qu'Israël intervient pour le faire. Et cela a été, vous savez, une trajectoire ascendante pendant si longtemps jusqu'à ce que le 7 octobre arrive et que tout ce qui s'est passé depuis lors se produise. Puis il y a eu l'implication de divers groupes de résistance arabes et musulmans à travers le Moyen-Orient. C'est là que le terme reconnaissance a commencé à vraiment émerger. Presque chaque jour, un média israélien rapportait une sorte de reconnaissance en cours. Si vous restaurez réellement votre capacité de dissuasion, votre puissance et votre position, pourquoi continuez-vous à faire des reconnaissances quotidiennement? Et pourquoi n'avez-vous pas tiré les leçons des erreurs, prétendues erreurs, des événements précédents qu'ils datent de quelques jours, de quelques semaines ou de quelques mois? Ce que cela me dit en réalité, c'est ceci. Il y a actuellement deux trajectoires qui se dessinent au Moyen-Orient. La première est celle d'Israël, un régime criminel qui lutte pour sa propre survie. Il se bat pour maintenir le système d'apartheid en Cisjordanie, ainsi que pour ses comportements criminels dans cette région, et ses tentatives non seulement d'engloutir complètement Jérusalem-Est, ce qu'il a déjà fait, mais aussi de procéder à un nettoyage ethnique des Palestiniens dans les quelques poches de population qui subsistent à Jérusalem-Est, Sheikh Jarrah, Silwan, Abu Dis et toutes les autres. Il s'agit également de nettoyer ethniquement les Palestiniens de Gaza, ceux qui survivent encore à ce génocide en cours. Et l'Occident les a soutenus, ils les ont aidés. Je veux dire, oublions toutes ces reconnaissances symboliques de la Palestine. À mon avis, cela vise surtout à détourner l'attention du soutien militaire et politique continu que ces gouvernements continuent d'apporter à Israël, du moins la plupart d'entre eux, et en même temps à détourner l'attention de leurs propres populations qui sont dans un état de révolte constant. Regardez ce qui s'est passé en Italie ces derniers jours. C'est incroyable. C'est sans précédent, du moins depuis la fin de la Première République au début des années 90. Ce qui se passe en Espagne représente un tout nouveau niveau de protestation et de mobilisation de la société civile. Donc, ils essayent de détourner l'attention et de se concentrer sur autre chose. Mais au final, l'Occident continue d'aider et de soutenir Israël pour mener à bien son programme contre les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie. Mais l'autre trajectoire, c'est celle de la solidarité et de la résistance avec le peuple palestinien. Du Yémen au Liban, passant par l'Irak, l'Iran et même les flottilles. Je veux dire, c'est la société civile qui exprime sa propre version de la solidarité avec les Palestiniens. Ce qui s'est passé aujourd'hui à Omar Rashrash à Eilat montre bien que tout ce qu'Israël a entrepris pour détruire cette dynamique, pour détourner l'attention de ces crimes de guerre, pour désunir les différents éléments qui se sont unis contre Israël au nom de Gaza et de la Palestine, continue de se renforcer et reste non seulement pertinent, mais constitue un facteur essentiel dans la détermination de l'issue de cette bataille en cours. Il ne s'agit donc pas d'une simple enquête ou d'un incident isolé. Il s'agit du fait qu'Israël, malgré le nombre d'enfants tués à Gaza, est toujours incapable de changer la conversation et la relation qu'il entretient avec d'autres acteurs non étatiques au Moyen-Orient et au-delà.
with other non-state actors in the Middle East and beyond the Middle East. Given what Ramsey just said, how do the Compte tenu de ce que Ramzi vient de dire, comment évaluez-vous ces frappes d'Ansar Allah? Et il ne s'agit pas seulement de ce qui s'est passé à Eilat. Il y a des rapports selon lesquels, en mer Rouge, un autre navire commercial a été attaqué. Bien que ces frappes n'aient normalement, celle d'Eilat a en fait été assez importante. Elle a fait plusieurs blessés, dont certains sont dans un état critique. Mais en général, on pourrait les considérer comme ayant un impact matériel limité. Cependant, elles ont manifestement un impact bien plus important qu'il n'y paraît, étant donné qu'à chaque fois qu'elles se produisent, les médias s'en emparent et considèrent cela comme très préoccupant. Je suis curieux d'avoir votre analyse de l'impact réel de ces actions d'Ansar Allah, à la fois de façon spécifique et plus générale. specifically and more generally? Elles sont très importantes, car le régime israélien a désespérément besoin de visiteurs étrangers, de touristes, d'investissements et même de prêts. Les frappes créent un climat où les gens ont peur de rester en Palestine occupée. Et cela encourage également les gens à partir. Le fait est qu'énormément d'argent a été investi dans ce régime et dans les différentes industries, en particulier l'industrie de la haute technologie, ce qui la rend en réalité plus vulnérable. Lorsque les Iraniens frappaient Tel Aviv et le centre de Tel Aviv, ces industries et entreprises de haute technologie étaient toutes menacées, et certaines ont été gravement endommagées ou détruites. Ainsi, une seule frappe peut avoir un impact énorme. Ils bombardent bien sûr Gaza jour et nuit, massacrant femmes et enfants, comme je l'ai dit plus tôt. Mais malgré tout, même ces frappes limitées ont un impact énorme, car elles affaiblissent la base économique du régime, et ce sentiment de sécurité n'existe plus. De plus, d'après les images que j'ai vues, le drone était assez grand. Je me demande ce que cette enquête va révéler sur la capacité d'un drone aussi énorme à frapper la ville. Et comme Ramzi le disait, ils ont tellement d'enquêtes en cours. Je me souviens en fait que l'une des premières enquêtes concernait le bombardement de l'hôpital. Je ne sais pas si vos téléspectateurs s'en souviennent. Mais au début, ils ont frappé un hôpital et un très grand nombre de personnes ont été massacrées. Et comme il y a eu une immense indignation mondiale à la suite de cela, afin d'éviter que la situation ne dégénère, les médias occidentaux sont venus au secours du régime israélien et ont commencé à répéter l'affirmation selon laquelle il s'agissait d'une roquette du djihad islamique qui aurait frappé par erreur. Comme si une petite roquette pouvait détruire une partie d'un hôpital et tuer des centaines de personnes. Aucune personne censée ayant quelque connaissance sur la guerre ne croirait cela. Mais des gens ordinaires, qui évidemment n'avaient aucune idée de ce qui se passait à Gaza, beaucoup d'entre eux se sont fait avoir. Mais ensuite, bien sûr, nous avons vu les services de renseignement français, britanniques et la CIA tous affirmer « oui, c'était les Palestiniens et non les Israéliens ». Et puis nous avons vu d'autres frappes sur des hôpitaux. Et ensuite, un hôpital après l'autre a été détruit. Et alors, il est devenu évident que puisque les médias occidentaux, les agences de renseignement occidentales, les politiciens et les diplomates ne pouvaient plus le cacher, ils ont simplement utilisé la distraction. Ils ne couvraient même plus ce qui se passait à Gaza. Et c'est ce que nous voyons habituellement. Ces massacres quotidiens ne sont généralement pas rapportés. Il y a seulement quelques jours, une famille dans le sud du Liban a été massacrée, de jeunes enfants, tous citoyens américains. Y a-t-il eu la moindre indignation aux États-Unis face au massacre de leurs citoyens par le régime israélien? Bien sûr que non. CNN, le New York Times, le Washington Post, Fox News, Breitbart ou les autres, ils ne considèrent pas ces personnes comme ayant de la valeur. Ils sont Amalek. Donc vous savez, ces enquêtes vont continuer à se poursuivre.
Mais il est assez intéressant de voir comment un drone aussi puissant a pu passer. Et encore une fois, c'est aussi important pour l'avenir, car s'il y a une nouvelle série de combats entre l'Iran et le régime israélien, tous ces missiles et drones utilisés par les forces armées du Yémen non seulement affaiblissent les défenses israéliennes, mais fournissent aussi beaucoup d'informations sur l'emplacement de leurs bases et sur leurs capacités. Donc, ces frappes ont de multiples implications et avantages pour la résistance. Et encore une fois, tout cela pourrait s'arrêter aujourd'hui. Tout cela pourrait s'arrêter ce soir. It could all stop today. It could all stop tonight. If the Israeli regime would accept a ceasefire. Si le régime israélien acceptait un cessez-le-feu, si les États-Unis acceptaient un cessez-le-feu, si les Européens acceptaient un cessez-le-feu, car aucun d'entre eux ne le fait, nous ne devrions pas du tout être dupes. Et Ramzi l'a évoqué. Reconnaître la Palestine ne va rien changer. Les Européens et les Canadiens, la seule raison pour laquelle ils reconnaissent la Palestine, c'est parce qu'ils veulent faire taire leur population. Parce que les gens commencent à se réveiller, comme Ramzi l'a souligné. On voit ces immenses foules en Italie, en Espagne et plutôt en Australie, à travers l'Europe et ailleurs. Et cela les inquiète. Alors ils reconnaissent la Palestine pour pouvoir dire « nous avons fait quelque chose ». Mais ce sont les mêmes régimes. Ce sont les mêmes régimes qui continuent de soutenir le régime israélien. Ils leur offrent une couverture politique. Ils leur apportent toutes sortes d'aides, directes ou indirectes. C'est bien plus que les quelques milliards de dollars que les États-Unis donnent chaque année. Et ensuite, ils refusent de les punir. Ils refusent d'imposer des sanctions. Ils sont de mèche avec le régime. Ils sont complices de cet holocauste. Ils sont tous complices de cet holocauste. Reconnaître la Palestine est de toute façon une immense avancée, même si ce n'est qu'un bout de papier. Mais cela montre que l'opinion publique mondiale et la résistance mondiale, la résistance populaire, ont un impact. Et ces gens ont peur. Et donc partout en Europe, en Amérique du Nord et dans notre région, malheureusement dans notre région, nous avons encore des gouvernements qui font des affaires et du commerce avec le régime, qui envoient du pétrole, des marchandises, qui achètent du gaz naturel. C'est assez stupéfiant que cela existe encore. Si Erdogan, Abdallah de Jordanie, Sisi et Mohamed Ben Zayed rompaient complètement leurs liens avec le régime israélien, alors nous pourrions commencer à convaincre d'autres pays à travers le monde d'imposer des sanctions ou de rompre leurs relations. Mais lorsque ces gouvernements continuent de commercer, comment allez-vous convaincre les gouvernements d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie et d'ailleurs de rompre leurs liens? Mais, dans tous les cas, ce soutien populaire grandit partout dans le monde. Et chacun, où qu'il vive, devrait exercer davantage de pression. Ils devraient être optimistes quant au formidable travail qu'ils accomplissent. Et je pense que c'est très important. Les gouvernements n'ont rien fait d'important. La reconnaissance de la Palestine, comme je l'ai dit, est essentiellement une ruse. C'est pour faire taire les populations. Mais si on l'observe sous un autre angle, cela montre que les choses sont en train de changer. Je veux dire, le drone était assez grand. Vous pouvez voir ici les dégâts qui ont été causés. Voici l'image. Et vous pouvez voir que c'était la taille du drone à cet endroit. Donc, une opération assez sophistiquée. Qu'est-ce que ça signifie pour Israël de ne pas pouvoir arrêter quelque chose comme ça? Parce qu'Israël a déclaré qu'il allait éliminer toutes les soi-disant branches terroristes de l'Iran. Et cela inclut Ansar Allah. Ils ont bombardé Hodeïda. Ils ont bombardé le Yémen. Et ils ont tué environ 30 journalistes lors de l'une de ces frappes. Des crimes de guerre absolument horribles. Mais en même temps, Ansar Allah ne s'arrête pas. Et même avec cette soi-disant occupation de la ville de Gaza, il y a encore de la résistance palestinienne qui tire des roquettes depuis le nord de Gaza. Nous avons encore beaucoup d'activités de résistance. Qu'est-ce que cela signifie pour Israël de ne pas pouvoir arrêter cela? Parce que c'est justement ce dont se plaignent le plus souvent les manifestations à Tel Aviv et en Palestine occupée.
Ce n'est pas nous nous opposons au génocide, c'est nous n'arrivons pas à stopper la résistance. Et c'est cela qui mettra fin à la guerre. Absolument. Vous savez, alors que vous posez cette question, Danny, je pense à cette déclaration faite par Moshe Feiglin, qui a longtemps été une figure importante du parti Likoud et qui à un moment donné s'est présenté contre Netanyahou pour la direction du Likoud. Peu après le 7 octobre, lors d'une interview avec un média israélien, il a dit que ce qui l'inquiétait le plus à propos de ce qui s'était passé, c'est que les musulmans n'avaient plus peur d'Israël. Et c'est quelqu'un qui a tendance à dire les choses sans filtre. Mais parfois, c'est très utile quand les gens sont honnêtes. La composante psychologique de ce conflit a été absolument essentielle dans les calculs militaires et politiques d'Israël depuis le tout début. Ils essayent non seulement de rétablir ce qu'on appelle la dissuasion militaire, mais aussi la dissuasion psychologique, l'idée qu'Israël est très très effrayant et que personne n'ose s'y frotter. Je veux dire, nous nous souvenons tous de Tzipi Livni, qui a été première ministre par intérim dans le gouvernement israélien pendant la soi-disant opération Plomb durci à Gaza. C'était l'une des premières guerres où il y a eu autant de victimes, plus de 2400 Palestiniens tués, des dizaines de milliers de blessés. Et c'est vraiment le début des grandes guerres qui ont finalement abouti au génocide auquel nous assistons aujourd'hui. Elle a dit quelque chose de très intéressant, quelque chose comme « Nous voulons simplement qu'ils sachent » en parlant des Palestiniens, mais aussi par extension de tous les autres dans la région, que si Israël est attaqué, nous réagissons de façon démesurée et folle. Alors craignez-nous, nous sommes des gens terrifiants, ce genre de choses. Il y a donc une dimension psychologique qui a été franchie au cours des 2 dernières années. Et tout ce qu'Israël fait depuis lors vise en partie à restaurer sa capacité de dissuasion psychologique. C'est pourquoi Israël, et Netanyahou en particulier, continuent d'ajouter de nouveaux fronts de guerre. Je veux dire, il a même compté la tentative d'assassinat de la direction politique civile du Hamas à Doha, dans un pays considéré comme l'un des plus amicaux selon les définitions politiques américaines, comme un front de guerre. Alors il a ajouté, je pense que c'était le 8e front de guerre qu'Israël mène et gagne. Ils sont donc désespérés de remporter de fausses victoires. Ils mènent des guerres contre des innocents partout, et ils continuent de dire Liban, front de guerre, Yémen, ils bombardent les ports yéménites, les infrastructures civiles yéménites, et ils comptent cela comme un front de guerre, et ainsi de suite. Ils vont donc continuer à faire ces choses scandaleuses en pensant qu'il s'agit de front de guerre. Pourtant, que se passe-t-il, l'image que tu viens de montrer, Danny? Que se passe-t-il là-bas? C'est juste, tu sais, Ansarullah appuie sans cesse sur le bouton de réinitialisation, encore et encore. À chaque fois qu'un char israélien est détruit à Gaza, à chaque fois qu'un transport de troupes blindées israélien ou un soldat est pris pour cible, un bouton de réinitialisation, un bouton de réinitialisation. Donc, les véritables fronts de guerre, ceux qui comptent réellement, sont ceux sur lesquels Israël n'est pas en mesure de l'emporter. Et cette image que vous venez de montrer, ainsi que toutes les images qui émergeront de la dernière attaque d'Ansarullah sur Eilat, ne font que rappeler que sur les véritables fronts de guerre où Israël se bat, Israël est en train de perdre, ou du moins, est incapable de gagner. Ils peuvent inventer autant de faux fronts de guerre qu'ils le souhaitent. S'ils veulent, par exemple, considérer comme un front de guerre le ciblage et les attaques contre la flottille menées par des militants civils, des célébrités et autres, s'ils veulent compter cela comme un front de guerre, qu'ils le fassent. Mais au final, les véritables fronts de guerre où il y a une véritable résistance sont ceux sur lesquels Israël est soit en train de perdre, soit incapable de nier.